Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street. Nous sommes excellente question, nous sommes le lundi 20 octobre 2013, bienvenue à tous. Alors Vincent Gann pour vous accompagner cet après-midi en salle de trading. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Normalement le son, l'image sont bons, oui c'est ce qu'on confirme, donc tout va bien. On va pouvoir débuter. Alors, cette semaine elle est importante sur le plan des statistiques américaines puisque vous savez que l'épisode du shutdown est désormais derrière nous et que l'ensemble des institutions fédérales des États-Unis sont à nouveau ouvertes, notamment pour ce qui nous intéresse, le département du travail. Alors on vous a alerté sur cet élément vendredi dernier, le département du travail des États-Unis a repris le travail, justement, travail qu'il avait interrompu au début du mois d'octobre, et donc nous n'avions pas pu prendre connaissance d'un certain nombre de chiffres économiques importants, notamment celle du marché de l'emploi aux États-Unis. Alors c'est à moitié vrai, à moitié faux, puisque vous le savez, il existe aux États-Unis une société privée qui s'appelle ADP. Et cette société privée ADP fournit elle aussi les créations d'emplois aux États-Unis sur un rythme mensuel pour ce qui est du secteur privé. Donc on avait pu prendre connaissance de ces chiffres et on en reparlera demain, puisque demain, le département du travail publiera à 14h30 les non-farms payrolls, les chiffres du NFP, les créations d'emplois aux États-Unis au mois de septembre, qui devaient être publiés le 4 octobre, seront publiés mardi 22 octobre à 14h30. Alors d'ailleurs justement demain à partir de 14h, 14h15, on se retrouvera en salle de marché pour faire en fait un point macro sur l'économie des États-Unis, un point sur la croissance économique américaine, un point sur les agrégats que surveille en priorité la Réserve fédérale des États-Unis, puisque vous savez que ça va aller assez vite. Le 30 octobre, le jeudi 30 octobre il me semble, ou mercredi, je sais plus, bref, le 30 octobre, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis se réunit. Alors on devra voir, vous le savez, exactement le même scénario que le 18 septembre dernier, un maintien du quantitative easing phase 3, mais au fond, rien n'est acquis, rien n'est certain. Et puis, ça fait quand même plusieurs mois qu'on évoque un ralentissement de ce QE3. Moi je pense que en cas finalement de retour de bons chiffres de l'emploi, la Fed pourrait être rapide à réagir et commencer donc à diminuer son programme d'achat d'actifs. Mais nous n'en sommes pas là. Le précédent, rappelez-vous, début septembre, consensus du marché était une baisse des achats d'actifs dès le mois de septembre. Finalement, n'a pas eu lieu. Le consensus est ensuite reporté sur la réunion prochaine. Alors, pas la prochaine, mais celle du 18 décembre prochain. Finalement, l'épisode du shutdown a encore repoussé le consensus du marché, qui maintenant table plutôt sur le premier trimestre 2014 pour réduire ce quantitative easing. Au-delà de toutes ces spéculations, on peut tous donner un mois. Moi, je choisis le mois de février, par exemple. On peut tous donner un mois. La seule chose qui compte, ce sont les agrégats économiques de l'économie des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on retient de ces 2 derniers mois ? Il y a 2 compartiments que la Réserve fédérale des États-Unis regarde en priorité. Le premier, l'emploi. Et ça, il suffit de regarder les objectifs de la Réserve fédérale des États-Unis, on appelle ça les guidance, les objectifs qu'elle cherche à atteindre à travers sa politique monétaire. Et un des objectifs majeurs, c'est celui du marché du travail, concrètement, réduire le taux de chômage aux États-Unis. S'assurer que la croissance économique des États-Unis soit à la fois suffisante en ampleur, donc ça c'est un taux de variation, et en même temps que cette croissance crée des emplois. C'est donc 2 choses bien importantes, et la Fed ne se contente pas de regarder la croissance des États-Unis de manière absolue. Les États-Unis pourraient faire 4% de croissance par an, si la création d'emplois sont faibles ou de mauvaise qualité, la Fed maintiendrait son quantitative easing. Et le deuxième compartiment, c'est l'immobilier. L'immobilier aux États-Unis, précisément l'immobilier résidentiel, qu'il s'agisse des ventes dans le neuf ou des ventes dans l'ancien, avec des tendances plus ou moins corrélées, mais nous verrons demain d'ailleurs que ce n'est pas toujours le cas. Alors l'immobilier aux États-Unis, pourquoi c'est important ? Parce que c'est le premier secteur de l'économie qui est entré dans une phase de crise. C'était en 2006, si mes souvenirs sont bons, même en 2005 d'ailleurs, c'est en 2005 qu'on a dû faire les tops de ce marché, bien avant donc la crise des subprimes, avant la crise financière. Et puis cet immobilier américain a fini par atteindre un point bas, et depuis 2 années maintenant, se redresse progressivement. Et il est vrai que sur le dernier trimestre, il y a eu un tassement des chiffres de l'immobilier aux États-Unis. Alors, en fait, c'est le rythme de reprise qui tend à se ralentir. Et c'est peut-être justement ce qui explique que la Fed a maintenu son quantitative easing. Les chiffres décevants de l'emploi aux États-Unis cet été. Rappelez-vous notamment les chiffres du mois de juillet, vraiment très décevants, fortement révisés à la baisse. Et puis cet immobilier
qui certes continue de se reprendre, mais de manière moins rapide que prévu. Alors aujourd'hui, on attend les chiffres de l'immobilier ancien aux États-Unis, donc le parc de l'immobilier existant. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les ventes dans l'immobilier ancien aux États-Unis, mois par mois. Aujourd'hui, à 16 heures, on attend les chiffres du mois de septembre. Ce que vous avez donc ici, à 5,8 millions d'unités, ce sont les chiffres du mois d'août. Et donc, qu'est-ce qu'on attend pour le mois de septembre? Le marché est plutôt pessimiste, vous allez le voir. Le marché attend 5,3 millions de ventes au mois de septembre dans l'immobilier ancien aux États-Unis. Les chiffres de l'immobilier neuf doivent être publiés, il me semble, dans la semaine. Il faudra regarder ça précisément. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont les chiffres de l'immobilier ancien. Et puis demain, avant la publication des chiffres du NFP, on en parlera de manière un peu plus longue. Donc le NFP c'est demain, donc on ne va pas aujourd'hui s'attarder sur ces chiffres des créations d'emplois. Je vous rappelle pour ceux qui découvrent le service que c'est très important, le NFP. C'est concrètement l'État des États-Unis, enfin le département du travail américain, l'équivalent de notre ministère du travail, qui nous donnera les chiffres de création d'emplois aux États-Unis pour le mois de septembre, dans le secteur privé et dans le secteur public. Donc ça c'est important. Et surtout, il faut impérativement interrompre la dynamique qui était plutôt décevante de l'été dernier donc aux États-Unis. Donc ça, c'est les chiffres qu'on attend à 16 heures. On les regardera en direct. L'impact sera naturellement important sur le dollar américain, puisque ces statistiques, ces agrégats économiques influencent directement les perspectives de la politique monétaire des États-Unis. La politique monétaire des États-Unis influence directement la tendance du dollar américain. La tendance du dollar américain influence directement le marché des changes, les classes d'actifs diverses, actions, obligations, matières premières. Donc c'est vraiment la clé, c'est une semaine majeure, et ensuite, la semaine prochaine, on verra quelle sera l'interprétation par la Fed de ces chiffres de l'emploi aux États-Unis. Allez, trêve de blabla, on passe donc au marché, et à 16h, on s'arrêtera sur ces chiffres-là, et à 15h30, donc dans maintenant 6 minutes, Adrian va vous présenter ici sur le site une idée de trading. On prendra le temps de s'y attarder puisque vous le savez que Adrian vous propose un suivi assez précis des paires en dollars australiens. Donc l'AUD-USD avec un bon retournement de tendance qu'on avait suivi ici ensemble tout au long de l'été. AUD-Yen, je ne sais pas si encore parmi vous certains sont encore en position puisque bon, elles nous ont un peu malmené ces paires en AUD, mais l'AUD-Yen finalement est en train de rejoindre l'objectif, enfin. Et puis, c'est la semaine du rebond du dollar US. Alors, cette semaine, ce rebond du dollar US, moi j'y crois fermement. Si vous avez pu lire un peu les différents papiers que j'ai publiés jeudi, vendredi dernier, puis je sais que pour avoir passé pas mal de temps dans le forum, dans la file du dollar, vous êtes nombreux à anticiper au moins un rebond. Maintenant, là où nous ne sommes pas forcément d'accord, c'est s'agit-il d'un rebond technique? En gros, on a fortement baissé, on fait 3 séances consécutives de baisse, on rebondit jusqu'à la première résistance et on repart à la baisse. Ou est-ce que le dollar américain a fait un point bas majeur? Ça c'est la grande question. Et pour ma part, pour y répondre, j'observe, je surveille ce support majeur sur le FXM dollar index. Alors ce support vous le connaissez, nous sommes ici en données journalières, il se situe à 10,391 et force est de constater que le marché est précisément pile poil allé le chercher vendredi dernier, vendredi 18 octobre, et depuis il rebondit. Alors la prochaine résistance, elle se situe à 10,474 sur cet indice, qui représente la tendance du dollar américain face au dollar australien, au yen japonais, à la livre sterling et à l'euro, en pondérant chacune de ces monnaies à part égale, 25% chacune donc. Donc il y a un potentiel encore de rebond technique sur le dollar américain. On avait vu que euro-dollar était sous résistance, sous les sommets de l'année 2013, et que le principe c'était de jouer un rejet. Un premier rejet avec un retour sur le premier support et là mettre stop à 0 et voir ce qu'il se passe. On va revenir dessus. AUD-USD est sur un objectif de cours mais ne baisse pas pour autant, ce qui montre la force de l'AUD. Et vous allez voir que AUD-NZD est explosif. Adrian, juste avant de venir en salle de marché vous rejoindre, m'a montré ce qu'il se passait sur AUD-NZD. Il y a un franchissement de résistance qui est imminent et dans 3 minutes on a donc son alerte de marché, donc on ira la regarder en détail, mais je vous rappelle que sa conviction de moyen terme est de viser plus de 1,20 sur cette paire, il y a beaucoup de choses à faire. Le dollar face au yen japonais, pour ma part j'estime que lors des prochains mois il y a 700 pips à gagner sur cette paire, l'USD yen, avec un stop aux alentours de 100 points lorsque j'ai pris la position vendredi,
On va en reparler. Et quant à GBP-USD, toujours bien en position sous ses sommets annuels, sous la résistance majeure des 1,63. Donc pour l'instant, le dollar américain est dans une phase de rebond technique. Pour l'instant, c'est un rebond technique de court terme. La tendance du dollar est baissière depuis le 8 juillet, et ça c'est un fait, elle est baissière. Et elle le restera au fond tant qu'une résistance ne sera pas franchie, laquelle, je ne pense pas que le franchissement des 10,472 suffirait, mais ça serait important. Pourquoi? Parce que ce serait la première résistance daily franchie depuis le début du mois de septembre. Mais il faudrait réellement franchir les 10,580 pour être à l'abri et pour peut-être considérer que ce support des 10,391 aura cette fois-ci définitivement relancé la hausse du dollar américain. Mais clairement, ce n'est pas encore du tout acquis. D'autant plus qu'en données hebdomadaires, il y a une oblique haussière là qu'on malmène, qu'on a plus ou moins cassée. Donc soyons quand même méfiants, mais au-dessus de ce support, là, je ne chercherai pas forcément à très court terme là des ventes sur le dollar US. Donc il est 15h28, on ira voir la UDNZD bientôt. Je vous remontre ma conviction de marchand sur l'USD Yen. Concrètement, on fait comme d'habitude, un petit tour des marchés. Après, je regarde vos commentaires, on regarde le chiffre, et comme d'habitude. Voilà. Donc ici, on va commencer d'ailleurs par un graphique weekly. Alors hop, on se dirige tout de suite vers le weekly, puisque c'est d'ailleurs comme ça que j'aurais dû commencer. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc on va sur de l'hebdomadaire, pour vous rappeler où en sont les paires en yens, pour voir qu'elles sont fermement haussières depuis l'automne 2012, parce que derrière, on a une politique monétaire de la Banque centrale du Japon qui cherche à affaiblir le yen, et on voit que ça devient nécessaire, plus que jamais nécessaire, puisque dans un premier temps, le commerce extérieur du Japon s'était fortement redressé, notamment à travers des poids lourds industriels japonais, mais que les chiffres récents de la rentrée sont plutôt décevants. Ce qui va dans le sens d'un maintien par la BOJ, Banque centrale du Japon, de sa politique monétaire accommodante, ce qui va dans le sens d'une poursuite de l'affaiblissement du yen, donnant mécaniquement un avantage compétitivité-prix à l'entreprise, à l'industrie japonaise. Et puis vous le savez, les dernières prévisions de croissance économique du Fonds monétaire international pour le Japon pour 2014 sont très négatives. Alors il y aura de la croissance économique au Japon en 2014, mais elle sera fortement réduite parce que le gouvernement japonais, lui augmente la TVA, la taxe fiscale sur les ventes. Et donc ça, la BOJ craint un impact négatif sur la consommation des ménages. Et de manière générale, cette consommation des ménages, vous avez vu qu'elle pose problème en Asie, puisque lorsqu'on observe en détail la structure de la croissance économique chinoise du troisième trimestre, celle dont on a pris connaissance ensemble vendredi dernier à 7,8%, on réalise que c'est l'investissement qui représente la part principale. La part consommation des ménages ne dépasse pas 3,5 points sur ces 7,8, ce qui est extrêmement inquiétant. Et le Japon, lui, s'expose aussi, avec cette hausse de la fiscalité sur les ventes, à une baisse de la consommation. Donc la BOJ n'a aucune raison de toucher à sa politique monétaire accommodante, ce qui affaiblit le yen. Moi, ce qui m'intéressait sur la paire USD-yen, c'était aussi le fait que le dollar puisse aussi rebondir à court terme après plusieurs semaines de baisse. Donc la paire USD-yen en données hebdomadaires, elle se situe sous cette oblique baissière de long terme. Vous voyez qu'on en est encore assez éloigné. Et ici, j'observe une construction qui, pour l'instant, peut encore se dérouler en 5 temps et qui est assez classique, assez standard, d'une approche fractale héliotiste. On a ici un premier temps de hausse, un deuxième temps de hausse qui a retracé à peu près 61,8 du premier temps de hausse. On a un troisième temps de hausse dit en extension, avec beaucoup plus de 5 sous-vagues à l'intérieur, très classique, et c'est souvent la plus longue, en tout cas pas la plus courte. Un quatrième temps qui prend la forme latérale, pour l'instant, celle d'un triangle symétrique. Donc ça se tient, reste que ce triangle sera validé si jamais les cours en sortent par le haut. Le principe, c'est donc de jouer ce scénario à fond, et étant donné que le triangle est bientôt proche de sa fin, c'est-à-dire que les deux lignes convergentes se rejoignent, ma stratégie a été de dire que autant jouer à fond ce scénario en 5 temps, avec ce quatrième temps triangulaire, puisque là, la lecture en triangle serait invalidée en cas de cassure des récents points bas. En cas de cassure, donc ici des 96,40, il n'y aurait plus strictement aucune lecture en triangle valable, et donc on pourrait oublier cette vue. Mais c'est maintenant ou jamais, au fond, où on peut jouer cette lecture en triangle avec du rendement risque, puisque le triangle prend fin lorsque les deux lignes convergent, c'est-à-dire que lorsque l'apex sera atteint, et ce sera bientôt le cas, ce qu'on va voir en données journalières. Sur le RSI hebdomadaire de l'USD Yen, je surveille cette structure aussi, qu'on construit en plus pile poil au-dessus du niveau des 50 sur le RSI hebdomadaire. Je
trouve ça propre. Pour l'instant, pas de signal. La suite des événements viendra aussi probablement de la sortie de cette figure sur le RSI hebdomadaire donc de la paire USD-Yen. Donc voilà pour le weekly. Le daily, on va aller en parler plus en détail. Je vous remontre aussi le dollar index ici donc en weekly. Donc en effet, il s'avère qu'on a cassé donc cette trendline, ça c'est un fait. Nous avons cassé cette trendline, mais nous sommes aussi sur ce support horizontal, le fameux support des 10-390 que vous connaissez tous. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui prend le dessus? La rupture d'une oblique ou le fait que le marché se stabilise sur un support horizontal? Généralement, lorsqu'on casse une oblique, on emporte, pour que le signal soit vraiment fiable et certain, à la fois le support horizontal et l'oblique ici qui servait de support. Mais là les deux éléments s'affrontent et c'est pas évident de trancher. Ça me paraît en tout cas risqué de vouloir vendre maintenant agressivement le dollar US qui de toute façon peut au moins s'offrir un rebond technique à court terme. Alors à la question est-ce que le support des 10-390 sur ce dollar index met fin à la baisse et permet à la hausse de reprendre à moyen terme? Aucune réponse n'est possible à ce stade. À court terme, ce qui est certain, c'est qu'on va rebondir jusqu'à la première résistance, qui se trouve donc, on l'a vu tout à l'heure, à 10 470, voire même 10 500. Et la suite des événements, elle sera donnée par ça. Si on franchit une résistance, on réintègre l'oblique, il n'y avait pas de signal de vente, ça veut dire qu'on aura tenu le support horizontal. Par contre, en cas de cassure des 10 391, c'est terminé. Et là, le dollar américain pourrait perdre encore 5 à 6% assez rapidement, ce qui d'ailleurs emmènerait l'euro-dollar mécaniquement sur son oblique baissière de long terme, qui se trouve, vous le savez, à 1,40. Alors justement, la paire euro-dollar, son oblique baissière de long terme, elle est ici. Nous sommes à nouveau ici en données hebdomadaires et vous voyez que c'est exactement la même lecture. Dollar index est sur support. Est-ce que le support met fin à la baisse de fond? C'est la même question qu'on peut se poser sur l'euro-dollar. Euro-dollar est sous ses sommets annuels à 1,3710. Est-ce que les sommets annuels mettent fin à la hausse de fond depuis le début de l'été? La grande question. Pour répondre sur le dollar US, il faudrait franchir une résistance. Pour répondre sur l'euro-dollar, il faudrait casser un support. Par contre, si on break à la hausse les 1,3710, dollar index cassera 10,391, c'est certain. Et direction 1,39 pour la paire euro-dollar. Par contre, vous le savez, cette zone des 1,3710, 1,39 est une zone où vont se manifester des stratégies vendeuses de long terme, vous le savez. Alors pour ma part, j'ai fait le choix de vendre l'euro-dollar. Et on va revenir en intraday, je l'ai vendu vendredi dernier. J'ai acheté l'USD-Yen un peu après. Pour l'instant, il y a 26 points de gain, c'est anecdotique sur cette paire euro-dollar. On va étudier cette stratégie à plus court terme, voir comment est-ce qu'on peut gérer cette position. Donc là, on va repasser en données journalières. On regarde USD-Yen, euro-dollar en journalier. On passe sur l'alerte d'Adrian sur AUD-NZD. Et ensuite, on parlera des indices et puis de tout ce que vous voulez parler. D'ailleurs, je vais aller sur le site parce que je pense que là, pour ceux qui veulent déjà la lire, on l'a. Alors, idée de trading daily FX, la UDNZD proche d'un premier signal de retournement. Donc, je vous donne le lien et puis on en parle dans 2 minutes. Vous allez voir que AUDNZD pourrait en fait prendre 150 pips assez rapidement, sachant que l'objectif moyen terme c'est d'en prendre 600. Mais il y a des conditions d'ici là. Donc, on va en reparler de ce graphique que vient de vous poster Adrien. Il me l'a commenté avant d'en parler, donc je vais pouvoir vous le commenter en direct. Donc, vous l'avez dans la file commentaire. Donc l'USD-Yen, c'est vraiment une stratégie de long terme, soyons d'accord. On revient ici sur mes 5 temps, premier temps, deuxième temps. Le troisième temps, vous constatez qu'il est en extension, puisqu'à l'intérieur de ce troisième temps, on compte plus de 5 temps. Dès lors qu'on dépasse 5 sous-vagues, c'est une vague en extension classique en troisième temps. Un triangle aussi, là, classique. Et je vous parlais ici du point de convergence des deux obliques, l'apex. Nous sommes dans la zone où, si lecture en triangle il y a, les cours doivent ne plus tarder à en sortir. Alors, je vais aussi faire réapparaître l'oblique, puisque là, elle bug un peu normalement. Voilà, l'oblique. Alors ça, on va remettre ça proprement. Voilà. Voilà, donc on passe l'oblique. Donc ça, vous retrouvez ici mon oblique baissière de long terme, ici sur la paire USD-Yen. Donc celle qui joint tous les tops de marché depuis 1998. Alors je vous ai posté ce matin ce graphique sur le site. Voici donc le principe, et c'est ce que je vise moi à long terme sur USD-Yen. Un retour sur les 105 au contact de cette oblique. Donc autant vous dire que j'ai plutôt une anticipation haussière d'ailleurs sur l'ensemble des paires en yens. Alors l'USD-Yen pour l'instant, bon, on peut dire que je suis au cours d'entrée. J'apprécie deux choses. Si on zoome dans la partie basse du triangle, vous avez ici la moyenne mobile à 200 jours qui d'ailleurs, je pense, peut maintenant servir de stop. Pour ma part, le stop initial était positionné ici sous les bas du 8 octobre 2013, puisque c'est les points bas de cette séance du 8 octobre 2013 qui confirmeront si oui ou non il y a une lecture en triangle. Il y a un triangle chartiste, il est là.
Et c'est hyper classique. On a envie là d'y croire fermement, hein, d'y aller à fond. L'idée c'était que lorsque le marché est revenu ici dans la partie basse, je me suis dit bon bah ça y est, faut y aller. De toute façon si on casse ça c'est terminé, il n'y a plus de triangle, il y a autre chose. Peut-être qu'on fera un gros flat, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est maintenant ou jamais qu'on peut jouer cette configuration fractale et chartiste. Puisque là les deux vues se rejoignent pour défendre cette lecture des cours. Donc je suis rentré dans ce marché, pour l'instant le stop est sous 96,50. Je pense qu'à un moment ou un autre, il sera propice de peut-être le positionner sous la moyenne mobile à 200 jours. Un premier signal intéressant sera donné en cas de franchissement des 99, et puis après il faudra s'extraire du triangle, et là on donnera peut-être un signal de hausse intéressant. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer à très court terme si vous m'aviez suivi sur USD Yen, et je sais que certains ont des anticipations haussières d'ailleurs. Bon, première cible, déjà un retour à 99, ça fait quand même pas mal de points. Si le marché va chercher le haut du triangle ici, il sera peut-être temps de sécuriser la position. Et puis après, stop 0 pour le reste, et c'est tout bénef. Si stop 0, bah stop 0, et puis vous aurez quand même pris sur la moitié de la position. Et si par contre on sort par le haut du triangle, et bien derrière c'est vraiment une position qu'on peut garder à long terme sur USD Yen. Position moi qui me paraît intéressante là vraiment dans les fonds de portefeuille Forex. Alors justement dans les fonds de portefeuille Forex, on s'attarde un peu sur la UD-UNZD d'Adrian et ensuite on parlera de l'eurodoll. Donc voici le graphique qui vous remet. Alors dans l'alerte dont je vous ai donné le lien dans la file commentaire, il vous redonne le lien vers le graphique hebdomadaire. Ce que vous avez sous les yeux c'est l'AUD-NZD en données journalières. Sur le graphique hebdomadaire il y a une divergence haussière de RSI. C'est ce qui a d'ailleurs amené Adrian à considérer que le support des 1,12 était un point bas majeur. Et à partir de là, son travail quotidien était de déceler ce qui pourrait confirmer sur les prix la véracité de cette divergence haussière. Et pour cela, il faut franchir des résistances. Et sa conviction de marché actuellement forte est de dire que les 1,1440, cette résistance horizontale, se conjugue actuellement aussi avec cette oblique-là, et qu'en plus, ici, il y a un premier signal en Ishimoku positif qui a été donné, et que les cours pourraient bien passer par cet espace. Donc, le signal serait donné d'un point de vue chartiste en cas de clôture journalière au-dessus des 1,1440, franchissement de l'oblique, et derrière, accélération haussière potentielle de cette paire AUD-NZD, donc en direction des 1,16. Et puis derrière, si les 1,16 sont franchis, c'est un double creux sur 1,12, objectif 1,20. Là aussi, c'est une position qui peut être considérée comme du fonds de portefeuille Forex, c'est-à-dire du prochain mois, du long terme, en gérant bien donc ces entrées. Donc AUD-NZD, paire en yen, AUD-yen, Adrian évoquait un objectif de 100, on va peut-être en reparler, pour voir si c'est possible. Je vous ai donné le lien pour la UDNZD. L'USD Yen, bon, vous avez compris la stratégie que je joue. Hein. On verra bien si elle se réalise. Et puis vous allez me dire dans la file commentaire ce que vous en pensez. Ou même plus généralement dans le forum. De toute façon, je sais que vous êtes déjà exprimé sur le sujet. Bon, l'euro-dollar, on en reparle. Mais on connaît par cœur le système maintenant. Les sommets annuels, la séance du 1er février, patati patata. Ça a été répété, re-répété. L'idée, c'est pas jouer une vente de moyen terme. Enfin, l'idée, c'est pas considérer que la fin de la hausse est là. On n'est pas... Personne n'a de boule de cristal. Le principe, c'était de jouer le premier test. Comme d'habitude, le premier test, retour du RSI sous la résistance, potentiel triple top d'ailleurs sur le RSI. Une belle divergence au fond, puisqu'on a 3 sommets ascendants sur les prix. Et on a 3 sommets au même niveau, voire légèrement descendants sur le RSI. C'est cette lecture, moi, là, qui continue de me faire penser qu'il y a un rejet potentiel qui peut être intéressant sous ces 1,3710. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente sur la paire euro-dollar. Il n'y aura pas de signal de vente tant qu'on n'a pas cassé de support. Alors, je sais que les plus... je dirais... bref, je trouve pas le terme. Ceux qui veulent avoir la certitude qu'euro-dollar a fait un point haut, attendront la cassure d'un support pour considérer qu'on va continuer d'osciller dans le range 1,2750, 1,3710. Ok, bon. Là, le principe, c'était de jouer juste le premier rejet, d'avoir un retour sur le support des 1,3620. Pour ma part, comment je gère la stratégie? Là, elle est vendeuse. Stop toujours inchangé à 50 points, mais je pourrais peut-être même maintenant l'abaisser, le stop. Mais d'ailleurs, je vais l'abaisser. Je vais l'abaisser parce que, bon, là, c'est de toute façon maintenant ou jamais qu'il doit y avoir le rejet. Donc, je l'avais mis à 1,3735. On va le mettre maintenant à 1,3715, puisque de toute façon, si on va chercher ça, c'est fini. Il faut que ça y aille maintenant. Donc voilà, stop 1,3715, donc c'est pas encore tout à fait le stop 0. Si jamais il y a un retour de la paire sur 1,3620, sécurisation de la position, j'en coupe 50%, stop 0 pour le reste, et advienne que pourra.
Voilà donc pour la stratégie Euro-USD, USD-Yen, AUD-NZD. Nous avons parlé du dollar américain. Pour les autres paires, vous pouvez les indiquer dans la file commentaire. Un panorama des indices. On regarde le CAC, on regarde le pétrole, ce qui se passe sur le pétrole qui teste les 100 $. Et ensuite, je me laisse guider par vos commentaires. Et à 16 h, les chiffres de l'immobilier ancien aux États-Unis. Et puis demain, les chiffres de l'emploi. Alors, l'indice CAC 40, donc là vous reconnaissez mon graphique journalier que vous connaissez bien, donc je vais simplement le resituer, le reparamétrer. Alors pour ce qui est du graphique moyen terme, il est posté sur le site dans l'analyse CAC 40. Le marché a retracé donc 50% de toute la baisse 2007-2009, 4300 points, c'est un niveau de résistance important. Sur le CAC en fait, il y a deux choses à bien réaliser. On jette un œil au graphique hebdo pour bien distinguer en fait les horizons de temps. Donc je vous les ai postés dans cette analyse, je vous les donne ici, voilà. Voilà, là vous avez le lien. Alors, déjà le graphique mensuel. Ça c'est le graphique mensuel du CAC. Bon, alors dites-vous bien que là, vous allez me dire on donne un signal, c'est intéressant, ok. Mais ça c'est un chandelier mensuel. Donc le chandelier mensuel, il sera arrêté, et donc on pourra en tenir compte le vendredi 1er novembre. Mais avant, non. Avant, ce chandelier, les éventuels signaux qu'il donne ne comptent pas, puisque on a besoin d'une clôture. Donc là, on tente d'accélérer. Il y a, pour l'indice CAC 40, deux canaux qui guident les prix depuis le rebond en 2009. Ce grand canal ici à faible pente, qui joint tous les bas de marché depuis 2009, dont la borne haute passe, vous le savez, aux alentours des 4450-4500. Ça semble être le gros objectif, d'autant plus que ce haut de canal de long terme se conjugue avec une résistance horizontale majeure à 4490 qui remonte à la période de Lehman Brothers. Et puis, il y a un autre canal qui nous intéresse plus directement. C'est celui dit du Quantitative Easing Phase 3, en tout cas c'est comme ça que j'ai choisi de le nommer. Il correspond donc à toute la période de hausse des cours depuis l'automne 2012, le lancement de la phase 3 du Quantitative Easing. Ce canal a quand même une pente beaucoup plus proche d'un angle à 45 degrés. Et nous en sommes actuellement dans la partie haute. Et en fait, moi, actuellement, sur le CAC 40, j'observe qu'il a retracé 50% de toute la baisse 2007-2009. Qu'au sein du grand canal à faible pente, il évolue dans ce canal ici avec une pente un peu plus marquée. Et qu'au sein de ce canal, ça comprime. Ça comprime et que ça fait un certain temps qu'on n'est pas reparti dans la partie basse. Alors là, deux scénarios, et puis c'est pas évident de commencer à trancher dès maintenant. Soit le marché est capable d'accélérer de manière verticale et de s'emballer et de rejoindre assez rapidement la partie haute du canal, des 4490, soit la partie actuelle, 4003, 4315. On a un bas de nuage Ishimoku, on a 50% de retracement, on a un haut de canal de moyen terme. Alors le canal en noir c'est le canal de long terme, c'est celui de 2009. Le canal ici avec un angle de 45 degrés, c'est le canal dit Quantitative Easing 3. C'est celui qui nous intéresse, c'est celui de moyen terme. Et c'est celui-là dont actuellement on teste la borne haute. Deuxième cas possible, on échoue au niveau actuel des cours. Eu égard par exemple au fait que les indices US, notamment S&P 500, sont sur leur top historique, que les résultats du troisième trimestre ne sont pas très avantageux, qu'il n'y a pas eu, qu'en termes de profitabilité, on ne peut pas dire que il y a eu beaucoup de révisions en hausse, lorsqu'on fait la part des choses entre le pourcentage des révisions en hausse et le pourcentage des révisions à la baisse. Tout un tas de facteurs qui pourraient bien, d'un point de vue technique, créer un scénario de marché qui verrait les cours échouer sur le niveau actuel et revenir chercher la partie basse du canal à 3900 et peut-être ensuite aller chercher les 4500. Donc 4500, ok, on est tous d'accord sur ce niveau, on y saura bien un jour. Mais quand? On y saura quand, ces 4500? Ça, c'est la grande question. On y va de manière verticale, impulsive, en forme de bulle. Moi, j'y crois pas, ce scénario de hausse verticale. Je pense pas que le CAC va prendre 10% d'ici Noël et faire 4005. Il va peut-être le faire, mais c'est pas le scénario que je privilégie. Et puis, au fond, je trouve que ce serait pas très sain. Ça nous mettrait même en danger, nous, Européens, nous, Action Européenne, puisqu'on a déjà quand même bien performé depuis le début de l'été, qu'il est temps de marquer le pas pour conserver ne serait-ce qu'un mouvement construit. Deuxième scénario qui me paraît plus plausible, c'est que cette zone actuelle provoque des prises de profit et qu'on revienne chercher cette zone-là. Alors je sais pas si on reviendra à 3009, aucune idée, mais peut-être qu'on fasse quelque chose d'un peu plus latéral pour prendre le temps d'aller ensuite chercher plus haut. On verra bien.
ce que décidera le marché. Ça c'est pour la vue donc moyen terme. Alors on va revenir sur le court terme. Donc là on a à nouveau en données journalières l'indice CAC 40. Et le canal de moyen terme, dit canal du quantitative easing phase 3, eh bien vous le voyez ici en noir. Voici le canal haussier de moyen terme. Donc la borne haute, elle passe en fait exactement à 4325. 4315, le bas du nuage Ishimoku, 4003, plus ou moins 50% de retracement. C'est en fait différent si on regarde l'indice cash ou le contrat futur, donc c'est 4300. Et puis au fond, si on regarde les oscillateurs, il n'y a pas de div. Il n'y a pas de div, hein. Il n'y en a strictement même aucune d'ailleurs. Mais bon, dans l'esprit, par exemple sur le RSI, que vous regardiez le CAC, le DAX, on peine à confirmer par de nouveaux sommets les nouveaux sommets récents des prix. Alors, là aussi, pour répondre à la question que je viens de poser tout à l'heure pour le scénario de la fin de l'année, il faut attendre les signaux techniques. Et je pense que si le CAC 40 venait à casser le support des 4190, on aurait la réponse. 4190, je pense que là, clairement, l'indice serait à même d'aller rechercher, de retracer en fait toute la hausse estivale, et peut-être d'aller rechercher les 4000, avant peut-être là de construire une fondation, d'aller plus haut. Et l'autre scénario, c'est sorti par le haut du canal de moyen terme, et puis derrière, une forte accélération des cours. Ce serait une espèce d'emballement, un phénomène un peu de bulle, je pense. Un peu à l'image de l'IBEX. Oui, c'est pas le CAC 40 là, hein. Puis c'est bien un indice de marché, c'est l'IBEX. On aurait ce type de scénario. Alors, sur des actions espagnoles ou italiennes, c'est probablement justifié par rapport au retard qu'avaient ces actions dans les portefeuilles, elles en étaient sorties. Est-ce qu'on peut envisager ce type de hausse verticale sur les actions françaises au niveau actuel des cours? Peut-être, mais pourtant, moi qui suis partisan de la hausse du marché action, puisque de toute façon la hausse des actions apporte des choses positives, je trouve que même en défendant une vue haussière de long terme, ou en tout cas qu'on puisse atteindre 4500 points d'un point de vue technique, eh bien je ne serais pas non plus contre un mouvement haussier construit, c'est-à-dire par étapes. Donc, à un moment ou à un autre, il faut prendre des bénéfices. Et sur le CAC 40, comme on vient de voir, 4300 n'est pas une zone dénuée de tout sens graphique et technique. Pour le DAX, on est sur les sommets historiques. Bon, là, mon graphique du DAX n'est pas du tout travaillé. Mais c'est à peu près le même scénario. Ça commence à plafonner. On a des oscillateurs, pas de divergence, mais des oscillateurs qui ne confirment pas les récents sommets des prix. En fait, les récents sommets qu'on fait sur les indices européens depuis la mi-octobre ne sont pas confirmés par les oscillateurs. Mais il n'y a absolument pas de divergence baissière. Nous sommes bien d'accord. Mais il n'y a pas de confirmation. Donc ça m'ennuie. Ça, c'est quelque chose qui m'ennuie. Les indices US, S&P 500, là c'est pareil. Alors le S&P 500 c'est déjà plus compliqué que le CAC puisque là nous sommes dans la partie haute du canal de long terme, celui en place depuis 2009, celui qui sur le CAC passe plus des 4500. Et au sein de ce canal haussier de long terme, on construit un canal haussier de moyen terme, celui-ci en noir. Et là sur le S&P 500 on a quand même deux choses. Au niveau actuel des cours, passe le haut de canal de moyen terme, et juste au-dessus, le haut de canal de long terme. Est-ce que vous pensez vraiment que le S&P 500, alors même que les actions américaines sont chères, en termes de valorisation boursière, est-ce que vous pensez que le S&P 500, évoluant dans ce canal haussier, actuellement tout en haut, dans la partie haute de ce canal, a la capacité, au niveau actuel des cours, de s'en extraire par le haut, si ce n'est que nous rentrions alors dans un scénario un peu de bulle spéculative qui de toute façon, je pense, créerait du risque plus important encore sur le marché. Donc au niveau actuel des cours, je ne suis clairement pas acheteur de S&P 500 et puis on ne peut pas anticiper une sortie par le haut d'un canal haussier. Qu'il s'agisse du canal haussier de moyen terme du CAC ou encore du canal haussier ici de moyen terme et de long terme du S&P 500. Tout ça pour dire que même si je pense que le CAC 40 d'ici Noël peut rejoindre un niveau supérieur au niveau actuel des cours, je pense qu'à court terme, nous rentrons dans une période qui devient propice à une phase de prise de profit après toute cette hausse estivale. Je vous rappelle qu'ici le CAC 40, la hausse a commencé le 24 juin. Alors, pour l'instant on n'a pas cassé de support, donc on ne peut pas défendre ce scénario.
mais une cassure des 4190, et même au fond une cassure des 4230. Une cassure des 4230 mettrait clairement en danger, en tout cas renforcerait la probabilité que le scénario de prise de profit se déploie. Donc, comment trancher? Eh bien, surveiller les supports. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cassé un support daily sur le CAC, ça fait longtemps qu'on n'a pas cassé un support daily sur le DAX, sur l'IBEX, sur le MIB. Surveillez donc les tout premiers supports daily, les plus évidents, par exemple les tops de marché du 18 septembre. S'ils sont cassés, eh bien là, pour ceux qui veulent vraiment conserver encore au niveau actuel 100% de leur position longue, alors que vous pourriez peut-être sécuriser un petit peu, quand même là, si on casse un support daily, prenez vraiment des bénéfices, au moins sur une partie, au moins sur 50% de vos positions longues. Et puis je sais que certains sont probablement vendeurs, à l'image par exemple des positions de Nicolas Chéron. Alors voilà donc pour le CAC 40. Alors le WTI, il teste toujours les 100 yens. Alors pour le WTI, moi je me suis exprimé dans le cadre de prévision de moyen terme, mais concrètement, au-delà de tout ce qui peut être écrit à l'intérieur comme jolie histoire, on va regarder les graphiques. Le WTI c'est un canal, pareil, faible pente. Tentative de sortie par le haut sous forme de bulle, rappelez-vous. Mèche haute, crise en Syrie, réintégration, biseau, cassure d'une oblique. Maintenant des cours capés par la MM 20 jours de manière assez propre. Les 100 yens c'est le pivot hebdomadaire. C'est pour ça que 100 yens, ce qui m'importe pour 100 dollars pardon. Ce qui m'importe pour moi, c'est la clôture de vendredi prochain ici sur le WTI. Si ça casse en weekly, c'est compliqué. Là, on a un 50% de retracement de toute la hausse depuis le printemps dernier à 99 dollars, peut-être un niveau qu'on va aller chercher à court terme. Bon, pour l'instant, le WTI, ça reste donc négatif. Ça reste donc clairement négatif. Et le WTI a corrigé, on le sait, hein, pour toutes les raisons dont on a déjà parlé. Il s'agit avant tout de la croissance économique, on a vu le ralentissement en Asie, la qualité de la croissance économique chinoise qui est décevante. WTI a quand même corrigé alors même que le dollar baissait. Alors forcément, si là le dollar rebondit à court terme, ça appuie encore un peu plus sur le WTI. Maintenant, 100 dollars, c'est vraiment un pivot weekly, donc on peut rebondir. C'était la première cible des prévisions trimestrielles donc, que je vous avais proposé. Pour l'or, alors pour l'or, quelque chose de beaucoup plus complet que ce que je vais vous donner maintenant. Je vous donne ici le lien vers l'analyse très complète ce matin d'Adrian, avec beaucoup de graphiques assez clairs et toutes les stratégies possibles ici sur l'or. Je vous montre d'abord ce graphique de l'or en 30 minutes, qui vous montre bien la période de transition latérale qu'on a actuellement, après être sorti par le haut ici de cette oblique, avoir activé ici une structure de retournement de tendance. Alors ça, vous avez le lien vers l'analyse d'Adrian. Moi, je vous montre enfin cette moyenne mobile que vous nous aviez d'ailleurs montré ici même en salle de trading. Ça devait être la semaine dernière. La moyenne mobile à 200 périodes en H4, particulièrement efficace hein, au niveau de sa façon de capter l'évolution des cours. Et donc, voilà comment moi je jouerais l'or. Eh bien, 1250, ça on connaît ce niveau. On a donné ici un signal d'achat. On est maintenant entre le support à 1310 et cette moyenne mobile à 200 périodes en 4 heures. C'est une zone de compression. C'est la sortie de cette zone-là qui donnera le signal. On casse le support ici, on réintègre, on invalide. Ce serait compliqué. Il est important aussi que l'argent vienne confirmer l'or et le cuivre. Alors le cuivre, c'est une situation très simple. Un triangle symétrique parfait. Pardon. Un triangle symétrique parfait. Pour l'instant, les cours sont à l'intérieur. Quant à l'argent, bon l'argent, hein, il avait finalement opté pour ce scénario-là, il avait tenu son oblique haussière. L'argent n'a pas donné de signal d'achat, mais ni de signal de vente. Il a par contre tenu cette oblique. Il faudrait franchir la résistance à 22,47 pour venir confirmer les signaux de l'or. Donc là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Cette capacité de l'argent peut-être à s'affranchir ou pas d'une résistance pour confirmer l'once d'or. Il est 15h56. On aura bientôt les chiffres de l'immobilier neuf ancien aux États-Unis. Donc là, on va se laisser sur l'euro-dollar et puis je vais regarder vos commentaires. Donc bonjour Bruno, Panther, View, Brice, Foribex, Edouard, Ludo. Ludo souhaite que tout le monde soit en forme. Alors,
Donc, premier actif, le GBP AUD. Est-il possible d'avoir un avis sur le GBP AUD? Eh bien, c'est possible. Donc, on va regarder. Alors, GBP AUD, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Il a retracé... Alors, le GBP AUD, bon, on revient sur la base, c'est un double sommet. Double sommet, c'est vraiment propre. Je ne l'avais pas regardé depuis quelques heures, mais c'est toujours propre. On a retracé 61,8 de toute la hausse entre le 10 juillet et le 28 août, 61,8. Donc 66,54 est un support. Au-dessus de ce support, je pense qu'on fait une petite phase de transition latérale. Honnêtement, GBP AUD, visiteur, j'imagine que vous êtes vendeur. Vous êtes dans le bon sens. AUD NZD, c'est boule. AUD USD, c'est boule. AUD Yen, c'est boule. Et GBP AUD, c'est baissier. Et c'est d'ailleurs très propre d'un point de vue chartiste. Et je sais que vous êtes nombreux à être dessus. Donc là, on fait une petite phase de transition latérale après un mât baissier. J'imagine qu'on doit construire une espèce de fanion en intraday. On va aller checker ça. Bon, maintenant, le signal de reprise de la baisse sur GBP AUD, il sera donné par la cassure des 1,66,54. Et l'objectif théorique du double top, c'est 1,62,63 précisément. Enfin, c'est ce qu'indique ici. Après, ça reste un objectif théorique. On vise 1,63 quoi. Donc si on regarde d'ailleurs en intraday ce que ça donne, qu'est-ce qu'on construit? Oui, j'ai l'impression qu'on construit quelque chose de cette nature-là. Bon, c'est pas encore hyper net parce que là, bon, c'est un peu le début, mais bon, concrètement, on fait une phase de transition latérale. Bon, ça ressemble à rien, je peux le dégager. Pardonnez-moi. Alors, ça ressemble à rien, mais dans tous les cas de figure, on est dans une phase plate. Ici, on comprime entre le support des 1,66,54 et une oblique de résistance ici qui joint les récents tops. Donc, on en sort par le haut, on peut peut-être aller faire un pullback sur la ligne de coup, mais j'y crois pas beaucoup. On casse le support des 1,66,54, bam, on réaccélère vers les prochains supports. Donc c'est baissier. Alors, on est le 21 octobre, merci David. Salut Shadak, salut Flying Fin, salut tout le monde, salut Daisu, Chris, Sabax, Visiteur, Lorenzo, Brice, Arnaud... Alors, Galant. Alors, le câble. Alors, le câble. Bon, le câble, il est revenu chercher les 1,63. La signification de ces 1,63, on le connaît, hein. C'est une importante résistance. D'ailleurs, on l'a réellement, en fait, pas véritablement testé. Donc le câble il revient chercher ses sommets, on voit pour l'instant qu'il ne les franchit pas. Par contre attention, ici on a le RSI donc, qui est sous une oblique de résistance. Bon, le câble, enfin bon là au niveau actuel des cours, il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est que si vous continuez, moi j'estime quand même qu'on est toujours dans un marché ici qui est au piche sur la livre sterling. Sous les 1,6260, c'est pas évident de passer acheteur de cette paire. Après voilà, je sais que parmi vous, certains ont acheté ici le retour sur le support et sur l'oblique. C'est bien pour vous. Pour les vendeurs, le stop, il est de toute façon juste au-dessus ici des plus hauts à 1,6260. Alors pour l'instant, la paire, elle résiste bien à la stabilisation du dollar américain. Et le scénario baissier, il ne sera actif qu'en cas de cassure des 1,5884. Alors, quelle stratégie on peut adopter? Acheter au niveau actuel des cours, il n'y a pas vraiment de rendement risque, c'est un peu plus compliqué. Vous avez acheté un 61, combien? Un 61,30. Pour moi, le point de retournement baissier est un 61,15 qui devrait nous ramener à un 59. Alors, pour moi, ce qui pourrait justifier, c'est éventuellement de le vendre en mettant le stop juste au-dessus pour au moins anticiper un retour sur ce support-là. Et puis, on aurait vraiment un scénario baissier en cas de cassure de support. Mais là, c'est un range quoi. Honnêtement, le câble, sans vouloir savoir quel est l'avenir, ou faire des suppositions sur l'avenir de la livre sterling, on s'oriente vers ce type de scénario maintenant. Une phase de transition latérale entre 1,5884 et 1,6260 qui peut vraiment dire quel en sera le sens de sortie. Bon, pour l'instant, ce que j'ai, moi, c'est un RSI sous résistance, des prix sous résistance. Donc là je l'achèterai pas au niveau actuel des cours. Surtout qu'en plus en weekly, vous connaissez le topo, en weekly,
on est quand même au contact ici de cette puissante zone de résistance. Par contre, oui, le franchissement des 1,6350, en effet, derrière, c'est les 1,67. Et puis, bon, la paire, elle reste au fond bullish depuis le début de l'été. Ça, il n'y a pas photo. Donc, avoir un scénario baissier agressif sur GBP USD, j'aimerais bien, moi, qu'on casse ici ce support ici des 1,5884. Mais j'ai quand même des indicateurs qui m'invitent plutôt à chercher des ventes sur GBP USD avec un stop sous les récents sommets de marché. Alors, visiteur demande comment le dollar pourrait s'apprécier avec la continuation du tapering de la Fed. Alors, le tapering, il n'a pas commencé, puisque ce qui se cache derrière ce mot, c'est la baisse progressive du programme d'achat d'actifs. Donc, on en parle beaucoup, mais il n'est toujours pas là. Si vous prenez la tendance du dollar américain ces dernières années, je rappelle que la phase 3 du quantitative easing a fait monter le dollar. Il n'y a pas de lien et de corrélation automatique entre quantitative easing et dollar américain, puisqu'il y a eu 3 programmes quantitative easing et que derrière ces 3 programmes se cachent des réalités différentes. Concrètement, la Fed n'a pas utilisé son bilan pour les mêmes raisons. Le premier, c'était les banques américaines, les sauver, les débarrasser de leurs actifs toxiques, un transfert de bilan tout simplement. Le second, puis plus le troisième aussi, c'était soutenir les dépenses, la politique budgétaire du gouvernement des États-Unis à travers un achat de titres obligataires. Et depuis septembre 2012, ça a plutôt fait monter le dollar. Et puis depuis qu'on parle du tapering, dans cette zone-là, ça a plutôt fait baisser le dollar. Alors Stéphane nous dit AUD-NZD, je suis long depuis les 1,12. Alors on va peut-être aller regarder en direct la AUD-NZD. Parce que bon, il faut que le signal quand même soit donné en clôture. Donc on va aller voir ce qui donne ce petit AUD-NZD. Sur un graphique, ma foi, fortement travaillé de ma part. Hein, on peut observer que il va falloir que je le retravaille. Donc voici la résistance que vous a précisé Adrian. Voilà, c'est ce niveau qui doit donner le signal. Donc c'est la résistance ici des 1,1440. Alors bon, si vous êtes acheteur depuis les 1,12, Stéphane, c'est un peu magnifique. Hein. Je pense que là c'est complètement magnifique. Et puis je pense que Stéphane, vous aurez un grand sourire si la résistance à 1,1440 est franchie, puisque là votre position, qui d'abord était un achat de court terme, en cas de franchissement des 1,1440, deviendrait une position longue de long terme, et donc ce sont mécaniquement celles qui offrent le plus d'espérance de rentabilité. Celle-là, il faut bien la gérer, pas la perdre. Alors les pétroles, en effet, $100, on voit que ça peut tenir, surtout que c'est un niveau hebdomadaire, et jetez un œil à votre graphique du pétrole en 2 hebdomadaire, hein, vous allez voir, mais bon, pour l'instant, j'observe que c'est quand même plutôt baissier. Le NZD-CAD est bien parti, oui tout à fait. D'ailleurs le NZD-CAD, il me semble que c'est sur cette paire que Romain vous a proposé une stratégie, non c'est pas ça? Le NZD-CAD avec les espaces. Alors on va reprendre le graphique de Romain, parce que je pense que là ça vaut le coup de le commenter, puisqu'il y avait quelque chose d'assez nouveau. On a l'habitude de raisonner, rappelez-vous, sur des cycles, généralement on raisonne sur les prix. Enfin, lorsqu'on fait l'analyse technique ici, pour la plupart du temps, on regarde l'axe des ordonnées. Et puis Romain, lui, ce qu'il vous a proposé, c'est une autre approche qui est celle de se concentrer sur l'axe des abscisses, l'axe du temps. Vous savez, sur les marchés financiers, il existe ce qu'on appelle des cycles. Donc voilà, c'est un cycle ici, c'est très clair, hein, c'est un espace temporel bien déterminé, récurrent, entre des creux et des tops de marché. Et sur la paire NZD4 que vous avez ici en données journalières, Romain a observé qu'il y a clairement des cycles qui reviennent de manière régulière, qui ont une fin, mais qui reviennent. C'est une paire cyclique. Bon, il suffit de se concentrer sur l'intervalle ici qui sépare les creux, et puis regardez si au niveau du temps on retrouve des récurrences. Ici on a eu en 2010 un cycle de 38 semaines, entre chaque creux 38 semaines. Et puis en 2011 un cycle de 26 semaines, entre chaque creux de marché 26 semaines. Et à l'heure actuelle, encore une fois, un cycle des oscillations, un cycle actuellement de 32 semaines. Et en plus de ces observations ici sur l'axe des abscisses, Romain vous a indiqué que sur l'axe des ordonnées, eh bien on avait aussi une amplitude qui revenait de manière récurrente entre les doubles tops de marché. Et c'est à la fois cette analyse de l'axe des prix et cette analyse de l'axe des abscisses qui a amené Romain à dire que il y avait un scénario en double top très possible ici
sous les 0,88 avec d'ici le mois de mars 2014, en respectant le cycle de 32 semaines, donc aux alentours de début mars, un NZD CAD qui pourrait revenir sur les 0,80. L'avantage de cette stratégie, c'est que là, elle est vraiment bien argumentée sur les deux axes de votre graphique, et puis que le stop est très proche, il est tout simplement au-dessus des tops ici, qui ont été faits. Je vous redonne le lien donc vers cette approche cyclique. Donc là, il a vraiment trouvé un beau chart. Je ne sais pas si quelqu'un l'a suivi, mais en tout cas, c'était une belle anticipation. Il y aurait un bug sur Facebook, sur notre page Facebook peut-être. Bon, on va aller regarder ça. Alors AUD NZD, est-ce qu'on peut parler d'une éventuelle entrée AUD NZD. Alors rentrer au niveau actuel des cours, je ne sais pas si ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je vais m'adresser aux spécialistes. Adrien, est-ce qu'on peut rentrer au niveau actuel des cours sur AUD NZD ou éventuellement envisager un cours d'entrée? On entre sous résistance, donc il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre une cassure journalière de 14,40. D'accord. Donc, alors, là on a testé la résistance et ça se replie effectivement. Est-ce qu'on peut pas profiter du repli pour chercher un cours d'entrée? C'est mieux d'attendre une cassure? Honnêtement, moi je regarde uniquement en journée. D'accord. Journalier, donc 1,13. D'accord. 1,13,20, c'est sur un achat. D'accord. Sinon il clôture journalier. D'accord. Alors Adrian, qui suit bien cette paire, propose deux stratégies. En trame de fond, il y a la divergence haussière hebdomadaire. On se positionne donc en daily. Bon, soit retour sur support 1,13,20. Là, vous pouvez tenter un achat partiel. Renfort en cas de cassure des 1,14,40. Deuxième stratégie, pour les plus prudents, ceux qui veulent vraiment attendre la confirmation du retournement de fond, vous rentrez sur cassure des 1,14,40 en clôture. Donc on se replie à 1,13,20, vous pouvez rentrer un premier achat, renforcer en cas de cassure des 1,14,40, ou sinon, au niveau actuel des cours, étant donné qu'on est désormais très loin des A12, et que vous n'avez pas tous, comme Stéphane, ouvert la position A12, et bien rentrer sur cassure des 1,14,40. Alors fil NFP, si problème avec MarketScope, eh bien tu peux contacter. Est-ce que le président de la République peut faire quelque chose pour moi? Ok, d'accord, j'avais pas eu la suite. Alors, Panther 666, oui, peut-être qu'on va sortir par la partie haute du canal. Ça c'est bien possible. 4190 c'est juste, même moi je passe short si on casse, nous dit Shadak. Donc pour le CAC 40, c'est en cas de cassure des 4190. En effet, passer short, ça c'est clairement le cas. Alors, si le dollar rebondit sur support, que devrait faire l'or et quel objectif? Alors l'or, eh ben, on en a déjà... Ah ben, les chiffres de l'immobilier, en fait, on les a oubliés. On attendait 5,3 millions d'unités. Qu'est-ce qu'on a eu en chiffre de l'immobilier? Alors, je vais voir dans le calendrier. Complètement oublié ces chiffres, moi, dis donc. Eh bien, on a eu 5,29. Bon, c'est conforme aux attentes. Voilà, merci pour tous les chiffres. J'ai complètement oublié, désolé. Donc on a, bon, c'est quand même un chiffre qui est en recul par rapport au mois précédent. Donc ça confirme quand même que l'immobilier résidentiel américain a du mal. Bon, il n'y a pas d'impact énorme sur le dollar puisque ce qui compte c'est l'interprétation qu'en fera la Fed, mais des chiffres comme ça va plutôt dans le sens d'un maintien du quantitative easing phase 3 par la Fed. Ok, donc là vous m'avez tous donné les chiffres, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Le Bund. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? On peut pas dire qu'il y a un déplacement de capitaux très net. Ce qui est certain, c'est que depuis début décembre, les marchés obligataires rebondissent, car il est probable que la Fed maintienne son programme d'achat d'actifs. Donc forcément, si la Fed achète des contrats de taux, le marché en achète aussi, puisque quand même on a un acheteur en dernier ressort qui est derrière. Bon, ici vous avez le Bund qui tient le choc parce que les T-notes tiennent le choc. Alors sur le Bund, bon, moi j'ai cette lecture là qui n'est pas encore acquise, mais je trouve que là ça tient plutôt bien. J'achèterai pas au niveau actuel des cours, la moyenne mobile à 100 jours elle bloque bien. Mais bon, je pense que là tout va dépendre un peu. Donc le marché va probablement anticiper d'ici le 30 octobre un QE3 inchangé. Mais le Bund va fortement réagir demain aux chiffres du NFP. Un NFP décevant, grosse verte, mais grosse verte sur le Bund, je pense.
puisqu'il y a encore beaucoup de rachats de shorts sur les marchés obligataires qui ont été très impactés depuis le printemps dernier par la perspective de voir la Fed à terme arrêter d'acheter des obligations. Donc pour ma part, le Bund a encore un potentiel d'appréciation, mais bon là en termes d'entrée, je serais pas très à l'aise pour une stratégie. Donc là je l'observe juste en tendance, mais j'ai pas une conviction vraiment forte. Edouard nous dit l'or semble croustillant en ce moment pour viser les 1350. Bah oui, l'or c'est clair qu'il a donné un beau signal le 17 octobre dernier, un gros mât haussier, une phase de transition latérale. L'or en effet pourrait rejoindre. Moi je surveille vraiment cette moyenne mobile à 200 en H4. Bon, vous avez ce matin une belle vue d'Adrian qui donnait des conditions vraiment pour aller plus haut. Donc je vais juste aller reprendre ces conditions pour voir. Donc là, il faudrait franchir 1327. Voilà. C'est vraiment 1327 qu'il faut franchir pour pouvoir viser donc 1357 sur l'once d'or. Donc la moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. La résistance intraday horizontale ici à 1327 $. Voilà un peu tous les niveaux à surveiller. Mais en effet, c'est important. Et puis regardez l'argent aussi. Si l'argent confirmait l'or, ce serait une bonne chose. Mais pour l'instant, l'argent est sous résistance. Mais il a tenu aussi une oblique de support importante. Toujours dans les métaux, n'oubliez pas le cuivre, le triangle du cuivre, qui là aussi, bien, si on en sort par le haut, derrière, le cuivre, il peut attaquer, rejoindre les 3,50, 3,55 $. Donc pour le copper. Bon, dans les positions de fond, les stratégies de long terme, n'oubliez pas AUD-NZD, NZD-CAD. Donc je vous ai redonné les liens vers toutes ces analyses. Là, c'est vraiment des positions qu'on vous propose sur plusieurs mois avec donc forcément plusieurs centaines de pips. Le NZD-CAD à la baisse, l'AUD-NZD à la hausse, l'USD-Yen à la hausse. L'euro-dollar, là, moins de conviction, c'est plus du swing. C'est avoir une position vendeuse sous les sommets annuels avec un stop au-dessus des plus hauts du 1er février 2013. Les indices, soyons quand même méfiants pour les positions longues, sécurisées. Toute cassure de support daily sur les indices européens mettrait, je pense, un terme à la hausse estivale, avec une période de prise de profit qui pourrait durer plusieurs semaines. Ou sinon, l'autre scénario, c'est une envolée spéculative type bulle, à l'image de ce qu'on a sur IBEX et MIB, ce qui ne serait de toute façon pas souhaitable. Et enfin, demain, eh bien, à 14h30, le NFP. Enfin, on n'en a pas eu depuis début septembre. Le marché va, je pense, réagir de manière assez ferme, puisqu'il est en manque de catalyseurs macro depuis cette période-là. Et le shutdown nous a un peu tous endormis. Et donc on se retrouve demain à partir de 14h05, 14h10 pour commencer à faire un panorama macro de l'économie US. Et ensuite on regardera l'impact des chiffres du NFP. Et puis on analysera donc tout ça ensemble. Et tout à l'heure à 18h, au même endroit, pour les débutants, un séminaire sur les bases du Forex. Merci de votre attention, bon après-midi et on se retrouve dans le forum. Merci à tous.